C'est l'heure où on se compromet pour l'année 2015. Notre boule de cristal, elle est là. Boule de cristal qui ne dit toujours pas la vérité, François Tessu, n'est-ce pas? Je ne saurais dire. Vous ne sauriez dire. Demandons le tout à Jeff Rubin, Okay. hein, qui nous avait prévu du pétrole à 250 pièces un jour. Effectivement. Est-ce que c'est déjà arrivé, 250? Non, on ne s'est pas rendu là. Pourtant, il y a Puis la prévision quelques semaines 2014. après ce qu'il avait fait comme prévision, on a vu le prix du pétrole dégringoler. En plus. En plus. Je me rappelle de Jeff Rubin qui avait dit pour que l'or monte à plus de 300 $, ça va prendre beaucoup de mariages en Inde. Alors, il y en a eu beaucoup. Depuis ce temps-là. Et pourtant, les Chinois en ont importé pas mal de tonnes cette année. Et on est resté autour de 1200, là. 2099. Alors, on voit que faut le prendre quand même avec un grain de sel. Ouais. Je pense que c'est le message qu'on peut lancer, là. On peut se compromettre un peu. Oui. Hein? On va se Mais compromettre il y a quand aussi. même des tendances. On Oui. peut discerner, comme tout à l'heure dans mon intervention, je parlais de statistiques, de data. J'ai dit, écoutez, on regarde sur une longue période de temps, puis on regarde le scénario macroéconomique. On se dit, bon, ben cette année, on devrait avoir une année qui, on dit, correcte, bonne, mais de se mouiller, de dire qu'on va avoir une année où on va faire 30 de rendement à la bourse, j'ai jamais entendu personne se mouiller là, de cette façon-là, là, tu sais. Je pense que ce qui joue des tours à tout le monde, puis on en a parlé un peu l'année passée, Vincent, je vais aller chercher justement un graphique que François nous a fourni sur les taux d'intérêt. Les 10 ans, là, l'année passée, on disait, bon, ben faites attention, 2014, les taux d'intérêt vont se mettre à monter. Ça a été très, très temporaire. Mme Yellen arrive, puis là, ça s'est baissé, puis on a des taux historiquement bas. Il faut faire attention parce qu'il y a des événements dans le cours, en économie, qui font que parfois, ben, ça vient contrecarrer tout ce qu'on a prévu, là. Mais ça fait 3-4 ans qu'on le mentionne au niveau des hausses de taux d'intérêt. Ben, je dis 3-4 ans, là. Peut-être que je me trompe. C'est Pas peut-être plus longtemps que ça. Non, mais qu'on mentionne que les taux vont monter, que les taux vont monter, que les taux vont monter. Depuis l'an 2000 qu'on prévoit des hausses de taux. Non, mais je parle, tu sais, qu'on dit que les taux vont monter là, dans les 3-4 dernières années, mais ça n'arrive pas, tu sais. Alors, lorsqu'on parle de hausse de taux d'intérêt aux États-Unis pour l'année qui vient, il faut garder le contexte global. Est-ce que ça... Moi, je pense que les obligations nous ont surpris cette année, les obligations. Puis je pense que quand même, dans le marché obligataire, si parmi vos auditeurs, ils ont une portion en obligations dans leur portefeuille, comme Vincent mentionnait, la base de leur portefeuille, qui ont des obligations. Moi, je pense que cette portion-là du portefeuille devrait quand même tirer son épingle du jeu parce que je vois pas là, les taux, on dit spikés ou... C'est sûr, les taux d'intérêt sont très, très bas, puis on a tous peur qu'un moment donné ou l'autre, ça va augmenter. Si on regarde les taux d'intérêt, 10 ans au Canada, 1,8 c'est très, très, très faible. Si on regarde la moyenne historique, là, je la connais pas, mais je suis pas mal certain que c'est beaucoup plus élevé que ça. Et puis, si les taux d'intérêt montent de 2 de 1,8 à 3,8, qui serait... C'est probable. Là, les portefeuilles obligataires vont se voir un petit peu hypothéqués. Oui, d'ailleurs, je suis allé chercher contre- le 10 ans canadien. Là, depuis 89, ça n'arrête pas de baisser. On voit le prix, il est à 105,53. Là, actuellement, on est à 1,86. C'est en plein ce que tu nous disais. Ce que je voudrais juste rajouter au niveau des obligations, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un portefeuille institutionnel avec des 30 ans et des 10 ans dans votre portefeuille. Là. Vous pouvez vous bâtir un portefeuille avec des obligations municipales. Là. Les écarts sont très intéressants. Les obligations municipales québécoises, on vous donne un rendement de 0,65 au-dessus des Québec, qui sont 1 au-dessus des Canada. Fait que vous avez une belle place pour investir là-dedans. Alors moi, cette année, si je dois bâtir un portefeuille d'obligations, je regarderai là. Corporatif à haut rendement, on ne touche pas à ça encore? Corporatif ou au rendement, il y a encore là. L'univers est grand. Il y a des bons deals. Ouais. OK? Par contre, les corporatifs triple B+, ou simple A, regardez une obligation municipale, vous avez un meilleur rendement. Beaucoup moins de risques. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est rare que les municipalités font faillite, là. En Ça, plus, toujours la aussi, c'est qu'une personne qui a quand même une approche conservatrice pourrait dire, bien écoute, là, pour me prémunir contre une hausse
potentiel de taux, bien, la personne peut arriver et diversifier ses échéances, tout simplement. La bonne vieille méthode d'échelonner ses échéances au niveau de ses obligations. Fait que si jamais il y a une hausse de taux ou quoi que ce soit, bien, il y a une bonne partie de la base de son portefeuille puisque ça ne sera pas touché, puis il y a les revenus d'intérêt qui rentrent. OK. On regarde les dividendes encore ou si on commence à se mettre de côté? Parce que je voyais François, en tout cas, dans ses prévisions, un petit peu de dividendes. Là. Si on regarde au niveau des titres américains, les titres, les grosses capitalisations ont très, très, très bien fait dans les dernières années. Moi, je commence à... En fait, on voit beaucoup plus de valeur quand... Nous, on n'est pas des prévisionnistes. Là. La manière qu'on fait des prévisions, c'est qu'on regarde des titres un à la suite de l'autre. Et puis là où on trouve le plus de titres, c'est parce que techniquement, ils sont moins chers. OK? Des moyennes... des petites capitalisations américaines, on s'entend, c'est des grosses capitalisations. Là. Appelons ça des moyennes capitalisations qui ont de la croissance. Il y a vraiment des deals intéressants là-dedans, tant aux États-Unis qu'au Canada. Ben, c'est sûr, ça dépend toujours de l'approche parce que, bon, Vincent et chez Claris, je pense qu'il y a une approche qu'on appelle bottom-up, qui vont rechercher des aubaines, des petites valeurs. C'est une approche. Si, par exemple, une personne a plus une approche top-down, qui est complètement une approche différente, mais qui peut fonctionner aussi au niveau de la diversification de portefeuille, mais moi, je crois qu'on est dans un milieu de cycle aux États-Unis actuellement. Puis, quand même, pour une allocation... Moi, je parle de portefeuille en général, allocation d'actifs, mais je crois que d'avoir une position aux États-Unis, c'est un incontournable. Il y a encore de la croissance qui va être là. Vous avez aussi, par exemple, je parlais d'un indice, le Dividend Aristocrat, que c'est composé de sociétés qui, année après année, augmentent leurs dividendes, qui... Bon, je ne dis pas de mettre 100 de son portefeuille là-dedans, mais une partie, une pondération du portefeuille pourrait faire l'objet d'une allocation dans cette catégorie d'actifs-là. Bien, une autre personne peut aussi avoir totalement une autre approche qui va fonctionner, un peu comme une approche bottom-up. Les banques américaines, on fait quoi avec ça? Il y en a encore des bonnes ou si on regarde ce qu'on a déjà, je voyais JP Morgan, Wells Fargo, là, entre autres, dans les suggestions de François, là. Moi, je vais vous répondre, j'en ai aucune idée. C'est pas des titres qu'on suit activement. Ça fait pas partie de notre portefeuille. Alors, je peux pas vous dire, j'ai pas de prévision là-dessus. Non, moins, je peux vous dire qu'ils sont intéressantes au niveau des évaluations, mais sans plus. Sans plus. Ben, moi, je crois que, bon, puis ça fait, je crois, comme 2 ans que je dis aux gens de peut-être considérer de vendre certaines banques canadiennes pour aller plus vers des banques américaines. Puis, parfois, on regarde des portefeuilles, les personnes dans leur portefeuille ont les 6 grandes banques. Je considère qu'il n'y a quand même pas une diversification, mais une surexposition dans les services financiers canadiens. Les gens croient qu'ils sont diversifiés, mais pas vraiment. Je crois qu'il y a encore quand même de la place à faire dans les banques américaines. Des meilleures évaluations aussi, encore potentiel de croissance, des titres solides. Fait que moi, je pense que, par exemple, soit via un sous-indice dans les banques américaines ou Wells Fargo, JP Morgan, c'est des bonnes franchises. Puis moi, je crois que, bon, c'est des placements conjoints. De ce monde, on ne touche pas à ça avec une pôle de longue. Moi, ça dépend toujours du portefeuille que vous avez. Donc, par exemple, une personne, ça ne veut pas trop ou diminuer son risque spécifique, pourrait y aller via le IYF, qui est le US Financial, qui va comprendre le JP Morgan, le Wells Fargo, vous allez avoir le Bank of America. Il ne faut pas trop non plus là, s'étendre, là. Mais c'est d'avoir au moins une pondération dans les banques américaines. Moi, je crois qu'il y a place à ça. Bon, parce qu'au moins, là, on est exposé. On peut faire pareil au Canada aussi, au lieu de puis peut-être se prendre 2-3 de chacun là, dans notre portefeuille, je sais pas, là. Au Canada, moi, j'ai... Dans tes portefeuilles, tu n'as aucune banque? Dans mes portefeuilles, dans nos portefeuilles, on a des financières plus que des banques. OK. Je vous dirais que la problématique avec le secteur bancaire au Canada, c'est qu'il ne peut pas croître plus vite que la croissance économique. OK? Puis on est au Canada, on est à un haut cycle
dans une certaine portion là, du Canada, là, dans l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, à cause du pétrole. Il y a trop de disparités régionales. Et oui, il y a une grosse disparité régionale, mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que les banques ce ne sont plus des banques. Ce sont des compagnies de gestion de portefeuille, ce sont des banques, oui, ce sont des prêteurs, mais ils sont rendus tellement grosses au Canada qu'ils ne peuvent pas croître plus vite que l'inflation à un certain moment donné. Si vous voulez des banques canadiennes, moi, je préférerais peut-être ceux qui ont une exposition au marché américain. Comme la TD, par exemple. La TD aussi, c'est que son exposition au niveau de ses prêts dans les compagnies canadiennes, dans le secteur des ressources, c'est celle qui est la moins exposée. Donc, une personne qui dit, ben moi, là, je veux pas avoir un indice, sous-indice de banque, je veux avoir des titres spécifiques de services financiers. Ben, dire, ben écoute, la personne va dire, écoute, je vais prendre du Manuvie puis de la banque TD. C'est un exemple, là. Puis avec la TD, ça va faire la job, là. Tu sais. Okay. On vous parlait tantôt de peut-être des capitalisations. Si on sort des très grandes capitalisations au niveau des financières, il y a 2 entreprises que nous, on aime beaucoup. Il y a Home Capital Group. Oui. OK. Home Capital Group, c'est un trust, une compagnie qui fait de l'origination d'hypothèques. C'est une compagnie qui a un excellent dossier. Ils ont une capacité à évaluer les prêteurs, pas les prêteurs, mais les emprunteurs comme pas un. Et puis, il y a eu des modifications à les lois sur les banques récemment, ce qui fait que eux ont accès à un plus grand marché, alors sont capables d'aller jouer dans le marché des banques. Et deuxièmement, bien, ils ont demandé l'accès à une charte bancaire, d'avoir une charte bancaire, ce qui va leur permettre beaucoup de croissance. Puis c'est beaucoup moins dispendieux que les banques. Fait que tu vas avoir beaucoup de capacité de croissance plus importante. OK? C'est un stock qui est moins dispendieux. C'est vraiment une entreprise que je préférais d'acheter, par exemple, la Banque Royale. D'ailleurs, on s'est fait poser beaucoup de questions là-dessus parce que c'est un titre qui revient régulièrement sur le tapis comme recommandation. Et pourtant, à partir du mois d'août cette année, ils ont mangé leur bas un peu, là. Sauf que là, il devient peut-être à un multiple plus intéressant à ce moment-ci qu'il ne l'était, ne serait-ce qu'en début d'année. Oui, si on regarde ça, bon... passer de 30 à 55 à 45, je veux dire, c'est quand même un titre qui performe très bien. Si vous regardez la performance de ce titre-là à long terme, c'est tout simplement époustouflant. On va le mettre, à long terme, on va le mettre au max. Alors, ça valait 10 cents, ça, en 95. Quand même. Un deuxième, on a Element Financial qu'on aime beaucoup. Element, c'est une financière, finance toutes sortes d'équipements de bureau. Très spécialisé, ça. Cartes de golf, oui. Ouais, cartes de golf. D'équipements médicaux, des avions, des wagons, des flottes de véhicules. C'est une entreprise qui est relativement nouvelle. Puis, elles sont rendues au point où elles sont assez grosses pour être capables de mettre à levier leur bilan, ce qui permet aujourd'hui d'accentuer la profitabilité de l'entreprise et non pas seulement recommencer une entreprise à être une entreprise en démarrage. Il y a le management aussi d'Element, que c'est quand même des gens d'expérience. On pense au cas qu'il y a peut-être 15 ans environ, c'était Newport Credit. Effectivement. À l'époque. Messieurs, c'est déjà tout. Merci beaucoup. Encore une fois, ça passe très, très vite. Vincent Fournier, François Tétu, on vous souhaite un beau temps des fêtes, puis on vous retrouve avec plaisir en janvier. Ne manquez pas demain les économistes qui seront avec nous, Banque nationale, Banque Laurentienne et chez Desjardins. Leur année 2014, nos provisions